J'ai le plaisir, d'accueillir aujourd'hui Mathilde Lebrun. Bonjour Mathilde, merci, pour ta présence. Mathilde, tu es anthropologue et tu as décidé d'utiliser ce savoir, cette science, cette compétence au service de l'entreprise et de l'entrepreneur. Et d'abord, est-ce Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. est-ce que je peux commencer par te poser cette première question? Mais qu'est-ce qui t'a piqué? Pourquoi est-ce que tu es pas en train, d'aller étudier, les tribus au fin fond de l'Amazone ou dans des îles reculées? Est-ce que c'était déjà pris par tous les autres anthropologues et qu'il te restait plus que la tribu des entrepreneurs? Alors, c'est exactement ça. C'est assez juste, effectivement. L'anthropologie, classiquement, elle est plutôt orientée autour de ces fameuses tribus lointaines. Je pense que le courant de l'anthropologie la deuxième partie du XXe siècle s'est dit, bon, on va peut-être les laisser un petit peu tranquilles. On a bien compris qu'en plus, on arrivait avec plein de maladies et ça ne les arrangeait pas. Donc, on va aller regarder d'autres tribus. Et moi, mes deux spécialités sont les tribus des consommateurs. Donc, j'ai une expertise effectivement autour de la distribution, du commerce et de la consommation. Et évidemment, comme tu l'as dit, l'anthropologie orientée pour les entrepreneurs et donc ce qu'on appelle la business anthropologie. Donc, je vais accompagner les organisations dans leur transformation. Mon rôle est soit de diagnostiquer dans une première étape les transformations qui sont à mener, autour du management, de la collaboration, de la coopération, de la communication et puis évidemment du commerce dans bon nombre de cas. Et puis dans un deuxième temps, et ça peut être parfois d'ailleurs absolument pas en continu, accompagner la transformation qui est déjà choisie, qui est déjà décidée par l'entreprise, transformation stratégique. Et là, on va aller accompagner l'opérationnel, c'est-à-dire accompagner les hommes et les femmes qui font les organisations dans leur transformation. Et Donc, l'anthropologie a des outils là pour aider, des cadres de référence, des oui, parce qu'on va travailler sur les interdits et les obligations. On va travailler sur les rituels, notamment, qui sont clés dans l'organisation. Et on va, autour d'ateliers, de dispositifs qui peuvent être très, très variés, de vie ma vie, de formation, de séminaires, ça peut être extrêmement varié. On va accompagner en fait les organisations à mettre en jeu leur partition, en fait. Ils ont écrit une partition. Nous, l'objectif, c'est que l'orchestre arrive à jouer la partition, à s'accorder autour de cette partition. Et ça peut prendre effectivement différentes formes, assez classiques, mais en filigrane, les outils, les techniques et la démarche est guidée effectivement par l'anthropologie. extraordinaires. Vous n'êtes pas très nombreux en fait, Non. à occuper ce champ-là. On a plutôt l'habitude de voir des consultants en organisation, des psychologues, parfois un psychiatre égaré dans le monde de l'entreprise. Et en tout cas, j'imagine que ce cadre intellectuel de, de, de définition par l'anthropologie doit amener quelque chose de nouveau ou quelque chose qui permet de saisir plus subtilement finalement le comportement du groupe, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le comportement du groupe et on essaie de faire en sorte en fait d'être vraiment dans cette interdisciplinarité. Donc on ne se refuse pas non plus l'aide de psychologues du travail ou de formateurs du GIGN. Ça peut être extrêmement varié, mais effectivement, non, on ne se refuse rien, mais on est quand même évidemment guidé par cette logique des imaginaires, cette logique des rituels, comme je le disais tout à l'heure qui sont absolument clés dans les organisations, dans le groupe social, ce corps social qu'est l'entreprise, que ce soit de toute façon après en interne ou en externe d'ailleurs. Mais c'est vraiment une logique de comprendre comment la culture aussi de l'organisation, dans son sens premier, mais voilà, de manière un petit peu galvaudée aussi, comme on peut l'employer aujourd'hui, mais comment ça va se transmettre à l'échelle d'une organisation, comment ça va rejaillir avec la symétrie relationnelle, par exemple, aussi auprès des clients, et réussir à décrypter cette compréhension-là, c'est revenir en fait dans un pouvoir d'action pour l'entrepreneur, pour l'entreprise, pour justement agir, modifier, transformer et faire en sorte qu'on gagne, en règle générale, un petit peu en performance. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de faire gagner les équipes en efficacité et en sérénité. Waouh, génial, merci, on est ravis
de t'accueillir et sans plus attendre, si tu veux, le floor est à toi. Alors, je vais donc partager. Donc, pour faire le lien entre cette introduction autour de l'anthropologie et ce qui va nous occuper aujourd'hui, nous allons parler dialectique. Dialectique parce que, alors peut-être que si je le mets là, est-ce que vous voyez suffisamment? Non, il faut peut-être que je le mette en... Hop. J'en profite pour te rappeler que une partie des gens qui regardent pas les chroniques les suivent en podcast, Oui. en courant, en faisant du vélo, en se promenant dans la forêt. Et donc, du coup, n'hésite pas, s'il y a un graphique, par exemple, à le décrire pour l'audience qui ne verra pas le PowerPoint. Très bien. Merci pour cette information. Alors, là, pour le moment, sur ce slide, pas grand-chose, juste vous dire qu'on est donc sur un atelier pratique autour de la dialectique. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'anthropologie, on est plutôt dans la sémantique, c'est mes premières amours, puisque moi, j'ai une formation au démarrage avant l'anthropologie de sémioticienne. Et la dialectique, elle est extrêmement importante dans les moments de transformation pour pouvoir justement mettre en mots et mettre en dialogue les transformations. Quand on est en phase de négociation, par exemple, quand on est en phase de conviction, on est toujours de toute façon, à partir du moment où on communique, on est toujours dans une forme de conviction, ne serait-ce que de convaincre l'autre de nous écouter. Et c'est important déjà, dans ces moments-là de communication, d'activer finalement l'anthropologie, c'est-à-dire cette culture du groupe social, de s'adapter, de réussir à trouver les bons mots, de réussir à fluidifier le dialogue et à remettre le dialogue au cœur de la relation entre plusieurs personnes. Donc nous, on va parler dialectique. Juste avant d'aller sur cette dialectique, c'est le dialogue, hein, c'est l'art du dialogue. Je vais revenir tout à l'heure sur les différentes définitions qui nous permettent de faire un petit peu la différence, par exemple, avec la rhétorique. Je vais faire une précision déjà sur le message que l'on porte. Là, c'est une manière un peu pratico-pratique, avec un petit jeu de mots sur les 5 P, de se dire, OK, si je suis dans une phase de conviction, de délivrer un message qui doit être impactant, qui doit venir convaincre, qui doit venir chercher l'adhésion et fédérer les autres, il faut que ce message il soit construit. Avant même de penser au dialogue et éventuellement même ce que l'on va voir tout à l'heure, le dialogue houleux, ce qui peut arriver dans la vie de l'entrepreneur avec des collaborateurs, avec des clients, des fournisseurs, des prestataires, il faut déjà réfléchir à son message. Donc le message autour des 5 P, c'est un moyen un peu mémotechnique de se dire, OK, qui je suis, qu'est-ce que je fais, éventuellement, qu'est-ce qui nous lie, pourquoi tu as besoin de moi. Il n'y a pas de meilleur moyen pour atteindre son objectif que de permettre à ceux qui peuvent nous aider à atteindre le nôtre, à atteindre le leur. Donc, en quoi je peux t'aider? Quelle est mon action que je dois mener pour pouvoir t'aider à atteindre ton objectif et donc à atteindre après le mien dans la collaboration ou dans la vente, par exemple. La promesse, donc ce qu'on apporte, la promesse et la preuve, c'est extrêmement important parce qu'on a souvent tendance à beaucoup parler des caractéristiques de ce que l'on fait, ce qui est très bien, mais ce qui n'intéresse pas, ce qui nous occupe, nous, beaucoup toute la journée, mais ce qui n'intéresse pas forcément la personne qui est en face. Ce qui va l'intéresser, c'est le bénéfice qu'elle va en retirer. Et donc, de commencer déjà à travailler son message et son discours autour, effectivement, de la promesse et de la preuve, et puis ensuite aller, par exemple, sur le plan. Le plan qui est les prochaines étapes, le prochain moment de rencontre, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que moi je vais faire pour pouvoir faire avancer les choses. Là, on est dans un monde idéal où on utilise, par exemple, les 5 P, et puis tout naturellement, la personne d'en face, peut-être, est plutôt convaincue. En tout cas, on a mis toutes les chances de notre côté pour lui donner envie et lui donner à voir ce que l'on peut faire ensemble. Il se trouve que ça ne se passe pas toujours comme ça se passe parfois un petit peu moins bien parce qu'on n'a pas été suffisamment précis, parce qu'on a été flou, parce qu'on n'a pas suffisamment, comme vous le voyez là sur les slides, donné en fait de l'impact à son pitch avec des choses très précises qui peuvent être chiffrées, qui peuvent être des anecdotes ou des petites phrases. On est resté un petit peu plus dans le flou et dans ces moments-là, dans les moments de flou, dans les moments où éventuellement on a des intérêts qui vont être divergents, on peut avoir des attaques, des objections, de la mauvaise foi. Ça peut prendre différentes formes, de manière
plus ou moins agressif, plus ou moins à découvert. Et c'est extrêmement important de savoir répondre, évidemment, dans ce contexte-là. Alors, il y a plusieurs pièges classiques sur la réponse aux objections et j'aimerais bien, si Eugénie veut bien être ma complice quelques minutes, on va essayer de regarder ensemble et je vous invite d'ailleurs à tous à réfléchir quels sont les pièges dans lesquels vous tombez quand vous avez face à vous de la mauvaise foi, de manière consciente ou inconsciente, ce qui arrive chez les autres, évidemment, nous jamais, mais voilà, les gens ont la mauvaise idée d'avoir parfois un petit peu de mauvaise foi. Comment vous réagissez? Comment votre première intuition, elle va sur quel type de réponse? Quand vous êtes attaqué, Eugénie, est-ce que toi, tu as une idée quand on te pousse un peu dans tes retranchements? Alors, tu as beaucoup de chance, Mathilde, parce que je viens de récupérer l'usage de mon micro. Ah, pas mal. Alors, je pense que j'irai sur la défensive et en fait, j'attaquerai en retour aussi. La contre-attaque. Donc ça, c'est un piège classique. Le fonctionnement de base, quand on est dans un contexte d'objection, d'attaque, c'est déjà qu'on se met en fait en danger, on sent le danger, on se met en position de stress et on va avoir deux grandes façons de réagir quand on est dans le stress. C'est plutôt se battre ou fuir. Ça, c'est les deux grands principes. Donc, quand on va être dans de la communication, se battre, évidemment, ça veut dire peut-être pas en venir aux mains, mais ça veut dire, comme le dit Eugénie, contre-attaquer. Ça, c'est un premier piège. Ça va faire monter la tension, ça va faire dégénérer les choses. En règle générale, ça ne marche pas. Autre piège, est-ce qu'il y en a d'autres pour toi, Eugénie? Peut-être oui, peut-être de temps en temps, quand la personne peut avoir l'air trop sûre d'elle, d'accepter ce qu'elle dit et de se dire, elle a l'air d'avoir d'avoir confiance en elle, elle doit savoir ce qu'elle dit et donc d'accepter ses dires. Alors, parfois, c'est ça, ce qui peut s'approcher de la soumission ou d'être un peu dans le déni en se disant non, je ne suis pas trop en désaccord, en fait. Bon, c'est vrai que ce n'est pas vraiment vrai ce qu'elle dit, mais bon, comme elle a l'air d'être très assurée, je vais rester un peu dans cette vision-là. Donc ça, c'est l'autre piège effectivement, dans la communication, on va plutôt amoindrir l'impact de l'attaque, on va être plutôt soft. Autre piège, et là, je fais appel à ta mémoire parce que ça arrive de temps en temps quand on est jeune, voire même quand on est enfant et qu'on est pris en flagrant délit de ne pas avoir révisé son contrôle de français et avoir eu une mauvaise note. Et puis l'un des parents dit « mais je ne comprends pas, tu n'avais rien à réviser ce week-end, tu m'as dit que tu n'avais pas de boulot. Et là, je constate que tu as eu 8 à ton contrôle de français. » Le réflexe, il est plutôt de quelle nature dans la manière dont tu vas communiquer? Tu vas démarrer ta phrase par quoi? Oh, je sens qu'il y en a qui ont peut-être des idées sur le sujet. Il y en a qui se souviennent mieux de... Oui, c'est ça. Eugénie étant une bonne élève, ça lui est jamais arrivé en fait. Oui, c'est ça. En même temps, c'est ce que j'imaginais aussi. Alors, je t'aiguille un peu parce que je suis sûre que tu le dis encore et que d'autres le disent et que ça ne te convient pas non plus parce qu'on a tendance à rentrer dans ce piège-là et ça ne va absolument pas convaincre l'autre. C'est toutes les formulations de non mais, oui mais. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'étais dans le groupe B, je ne pensais pas que le contrôle de français était ce jour-là, etc. Le non mais, oui mais, qui est en fait ce qu'on appelle de la justification, face aux attaques ne fonctionne absolument pas. Donc, ton client te dit « vous êtes trop cher », non mais, oui mais, c'est terminé. La fin de la phrase, elle ne sera jamais entendue, même si l'argument qui est proposé est extrêmement bon. C'est simplement que le cerveau, à partir du moment où il va entendre non mais, oui mais, il sait qu'on est en train de lui donner de la main gauche et de reprendre de la main droite. Donc, il va s'arrêter. La justification ne convient pas. Ne convainc pas et ne convient pas dans le contexte. Autre exemple, c'est tout ce qu'on va appeler les stratégies indirectes. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais on ne fait pas vraiment, on essaie de passer par des chemins de traverse, ça érode énormément la confiance.
Ça marche une fois avec un humain, mais ça ne marche pas 2 fois parce que la confiance après est rompue. Donc, la contre-attaque, la soumission, la justification, les stratégies indirectes, et puis après, il y a ce qu'on appelle les guerres d'opinion. Les « je ne suis pas d'accord » ou « je suis de ton avis »,« je ne suis pas de ton avis ». Si notre opinion changeait quoi que ce soit sur l'opinion de l'autre ou sur du factuel, ça se saurait. ça ne marche pas. On le voit bien, on a eu des champions sur la guerre en Ukraine. Chacun a des opinions, chacun pense des choses. Ça ne fonctionnera absolument pas face à une attaque. Donc, on a regardé là les principaux pièges. 90% des pièges face aux attaques sont ceux-là. Je suis sûre que vous vous reconnaissez pour certains d'entre vous plutôt dans un piège ou plutôt dans un autre. Il faut qu'on regarde maintenant ce qui fonctionne. Donc, pour rappel, quelques petits éléments de définition. C'est important, notamment pour ne pas la confondre avec la rhétorique. La dialectique, c'est l'art du dialogue. C'est vraiment l'art de convaincre avec des arguments solides et sans mensonge qui tiennent dans la durée. La dialectique n'est pas utilisée, par exemple, par les politiques. On voit bien que déjà, avec cette définition, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'à la rigueur, jusqu'à la fin d'un mandat, on peut y arriver à peu près, mais ce n'est pas toujours évident. La politique va utiliser ce qu'on appelle donc de la rhétorique, avec des éléments qui sont connexes à ceux dont on va parler là, de logos, de contenu. La rhétorique, on est plutôt sur sa charme avec l'éthos, ça fait sourire ou ça émeut avec le pathos. Donc, on a des éléments supplémentaires qui vont venir convaincre un petit peu en surface. Moi, ce qui va m'intéresser, et ce qui, je pense, doit intéresser aussi les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est d'avoir justement une conviction qui est dans le long terme. Parce que les partenariats, parce que la relation client, la collaboration au sein de l'organisation, on n'a pas le temps de faire du one-shot. On n'a pas le temps de perdre des clients ou d'avoir une conviction ou une séduction qui est très en surface. Et puis, une fois que la porte est fermée, la personne ne sait même plus pourquoi elle était convaincue de notre offre. Donc, c'est important d'être dans cette logique de dialectique. Alors, évidemment, ces techniques sont extrêmement puissantes. Il est important de se rappeler qu'elles peuvent devenir manipulatoires quand, je le disais tout à l'heure, on rentre dans des stratégies indirectes. C'est-à-dire que si vous utilisez la dialectique, mais qu'en même temps, vous êtes dans un état d'esprit qui serait éventuellement un état d'esprit un petit peu de manipulation qui ne serait pas une manipulation, ce qu'on appelle naturelle, mais une manipulation égocentrique qui est là pour vous rapporter à vous, mais qui n'est pas là pour rapporter à l'autre, on n'est plus dans la logique de la dialectique. Encore une fois, c'est le dialogue, c'est à deux, et donc ça doit apporter aux deux. Donc les bénéfices doivent être partagés. Donc, par rapport à des situations complexes face à un client, il y a 3 éléments clés. Il y a cette question d'état d'esprit, la question de la théorie des rôles, dont on va parler, et puis de repositionnement avec cette fameuse technique de dialectique, de stratégie de parade. L'état d'esprit, évidemment, il est absolument clé. On a parlé en tout démarrage de votre message, le message que vous portez, évidemment qu'il doit être préparé, travaillé pour être le plus percutant et essayer de convaincre la personne avant même qu'il y ait des objections. Mais c'est aussi cette question de l'état d'esprit qui doit être transmis et qui doit transparaître dans votre communication. Donc, en étant mobilisé, en ne se sentant pas attaqué personnellement, en restant connecté à ce que moi j'appelle un peu le generous client objective, qui est « je suis là dans une logique aussi généreuse de faire avancer mon client profondément ». Je ne suis pas là pour lui vendre quelque chose, je suis là vraiment pour, avec générosité, avancer avec lui, construire avec lui, parce que c'est à ce prix-là qu'il y aura de la satisfaction des deux côtés, parce que c'est à ce prix-là qu'il y aura de l'efficacité. Pardon. Ce qui est évidemment à éviter, c'est la peur, la culpabilité, le fait d'être en mode passif. Ce que Jenny tout à l'heure disait, un petit peu ces compromis instables, où on se dit, bon, c'est pas terrible, c'est pas vraiment ce que je veux, mais c'est pas très grave. Ça contente un peu tout le monde, mais finalement personne. Quand on est
hop, je vais aller maintenant sur la théorie des rôles, parce qu'on a peu de temps, et je veux vraiment vous présenter la parade. Prends le temps, Mathilde, prends le temps. On va aller sur la théorie des rôles. C'est un élément qui est extrêmement important, à la fois dans la communication et dans ses enjeux de dialectique, mais c'est aussi quelque part extrêmement important, même dans des questions de marketing ou de positionnement. Quand on a face à nous quelqu'un qui est de mauvaise foi, quelqu'un qui a des intérêts différents des nôtres, il y a de fortes chances qu'il ait une vision du monde qui soit un petit peu binaire. Heureusement pour nous, le monde n'est pas si binaire que ça. Il y a des catégories, c'est certain, mais le monde n'est pas binaire, sinon ce serait extrêmement triste. Et dans ces moments, eh bien, ils ont tendance, les gens, à nous phagocyter, à nous enfermer dans un rôle. C'est cette fameuse théorie des rôles, et c'est de là que partent les attaques. Vous êtes trop cher, les gens comme vous, les entreprises comme si, hop, on est en fait dans ce fonctionnement de cases dans laquelle on va nous enfermer. Alors, vous avez vu, évidemment, c'est plutôt des cases négatives quand il y a des attaques. Donc, on a incompétent, élève, criminel, pessimiste, individualiste, inefficace, lent. Et il y a évidemment une superposition de ces étiquettes. À l'échelle d'une organisation classique, on pourrait mettre que du côté positif, l'homme se trouve et du côté négatif, la femme se trouve. Alors, souvent, on me dit, mais je ne vois pas du tout pourquoi. Alors, quand les salaires seront les mêmes, on en reparlera, mais pour le moment, dans le monde du travail, on est plutôt dans cette logique. Les fonctions, par exemple, opérationnelles, terrain, sont classiquement plutôt dans le positif. Les fonctions sièges sont plutôt dans le négatif. C'est aussi évidemment pas le fond de ma pensée, mais c'est la logique, en fait, de mauvaise foi dans laquelle on peut rentrer. On peut mettre également dans le positif jeune et vieux dans le négatif. On peut mettre junior dans le négatif, cette fois-ci, et senior dans le positif. Donc, le moment où on est jeune et senior est extrêmement court en plus. Donc, ça dure très peu de temps. Donc, il faut vraiment être rapide. Ce que je vous montre, c'est que, imaginons une femme fonction support, plutôt junior sur un poste, mais âgée en âge. Vous voyez que très rapidement, elle commence à habiter plutôt la colonne négative. Et très rapidement, si on veut attaquer, si on veut, dans la dialectique, enfermer la personne dans un rôle, on va aller chercher ces étiquettes-là. Donc, le premier élément, c'est déjà quand il y a une attaque, vous êtes trop cher, vous n'avez rien compris à notre boulot, les gens comme vous, de toute façon, c'est toujours pareil. Voilà, ça dépend des métiers que vous avez, mais c'est important d'aller creuser un petit peu ces étiquettes dans lesquelles que l'on peut vous poser sur la tête, les cases dans lesquelles on peut vous enfermer, et surtout les systèmes binaires avec mauvaise foi qu'on peut trouver, parce que c'est toujours à travers ce système binaire-là que vous serez attaqué. Donc, la première étape, elle est de travailler en fait l'objection et de travailler la source de l'objection. On a vu tout à l'heure les stratégies qui ne fonctionnaient pas. Et là, je vous propose de découvrir donc, la stratégie de réponse, de repositionnement, qu'on appelle parfois la stratégie de 3 étapes, stratégie de parade. Tout ceci, comme je vous le disais, nous vient des Grecs. Cette technique-là, elle permet en fait de sortir effectivement de la logique attaque, contre-attaque, soumission, justification. La première des choses, c'est de travailler sur la reconnaissance et l'identification de l'objection. Donc déjà, si on est dans le bon état d'esprit, ça va énormément aider parce que si on est mobilisé, si on est actif, on va réfléchir beaucoup plus vite, on va rebondir beaucoup plus rapidement. Mais c'est quand même une étape qui demande beaucoup d'entraînement pour réussir à aiguiser et affiner pour comprendre quelle est la source de l'attaque. Donc, la source, c'est ce système binaire dont on a parlé tout à l'heure. Dans quelle case il veut vous enfermer? Qu'est-ce qui veut vous faire porter l'autre en face dans ce moment de dialogue houleux qui ne sera absolument pas avantageux pour vous? Ça, à la rigueur, on y arrive à peu près, mais on ne va pas non plus totalement au bout de la démarche, notamment sur ce système binaire.
Après, généralement, on a bien compris que ça faisait un peu mal à l'épiderme et qu'il y avait une attaque. Et le réflexe, c'est souvent d'aller directement à l'étape 3. Je réargumente. Je donne tout de suite des informations à la personne d'en face, factuelles. Ce qui est hyper important, c'est cette étape 2 qu'on a tendance à ne pas connaître et à ne pas maîtriser. Cette étape 2, c'est changer de terrain pour repositionner le message sur un terrain plus avantageux. Ça peut être mettre à plat, ça peut être casser l'effet de l'attaque. Je n'ai pas dit casser la personne, évidemment, mais c'est bien casser l'effet de l'attaque. Et là, il y a 2 grands fonctionnements, rationnels et ou irrationnels, et on peut travailler en combinatoire. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser de l'irrationnel, et puis, pourquoi pas, aller utiliser aussi du rationnel. Les figures de la dialectique, il y en a plus de 500. On ne va pas les voir forcément maintenant, mais je vais vous donner quelques exemples. Figures de la dialectique qu'on peut utiliser pour justement casser l'effet de l'attaque et reprendre une position de force pour permettre au cerveau, au pluriel, disponible en face de nous, d'écouter cette réargumentation, cette étape 3. C'est par exemple l'anaphore. L'anaphore, le fameux « moi président », alors on n'est pas obligé de le faire 15 fois, 3 fois suffisent largement, mais de venir avec une même formulation qui est de dire « notre offre correspond à votre besoin parce que »,« notre offre correspond à votre besoin parce que », etc. Ça peut être intéressant de travailler sur l'anaphore. Ça peut être intéressant de travailler avec des analogies, des phrases-formules, comme on a vu tout à l'heure, qui vont venir d'un coup casser finalement l'effet de l'attaque qui a été formulée par votre contradicteur quelques minutes avant. On peut utiliser aussi l'humour, si je reste sur l'irrationnel, qui peut très bien marcher. Point de vigilance sur l'humour, jamais dans un contexte émotionnellement chargé. C'est-à-dire que si la personne est un peu titilleuse, attaque, mais qu'il n'y a pas de problème de peur, de colère, de tristesse, ça marche. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé de rentrer chez vous avec quelques minutes, voire même heures de retard et que vous n'avez pas prévu et prévenu personne. Ce n'est pas le moment de faire une blagounette quand on vous fait une réflexion ou quand on vous attaque sur ce point-là. Vous savez bien que ça ne passe pas. Donc, jamais quand il y a de l'émotion. Sur la partie rationnelle, on va avoir ce qu'on appelle, je vais démarrer par le bas, les signes de reconnaissance. Donc, ça peut être ce qu'on appelle des contrepoints verbaux et non verbaux. Ah, bon, pas du tout, au contraire. Ce type d'accusé de réception, ce signe de reconnaissance qui va permettre en fait d'apaiser aussi la personne et de pouvoir la rendre plus disponible, encore une fois, au message qui va suivre. Et puis, on a toutes ces phrases d'appropriation, d'explicitation, de recadrage qui peuvent avoir une utilité extrêmement importante dans des contextes où vous comprenez le décalage qu'il y a entre la vision d'une situation que vous avez par rapport à la vision que la personne a de la situation. Je vous donne des exemples sur ces phrases qui vont venir soit recadrer, soit expliciter un point. Ça peut être des phrases du type « regardons les choses dans une autre perspective »,« pas dans ces termes-là ». Ça peut être également « la situation est plus complexe que ça » ou « notre offre a changé » parce que la personne n'est pas tout à fait à jour. Et ce sont ces phrases, je pourrais vous donner quelques exemples après si vous le voulez, si ça vous intéresse, sont des phrases pour lesquelles on n'a pas le réflexe en fait d'aller. On rentre en règle générale plutôt sur du oui mais non mais, quand on devrait finalement donner ces phrases-là qui vont permettre à la personne de permuter son regard et qui vont nous permettre à nous de changer de terrain et de revenir sur un terrain plus avantageux, mais en embarquant la personne. La plupart du temps, sinon, on laisse la personne sur son côté du fleuve et nous, on part de l'autre côté, mais on ne l'embarque pas parce que justement, on n'a pas utilisé ces phrases-là. Donc, ça peut être des phrases, ça peut être des mots. Je viens d'utiliser le mot « justement », qui est pareil, un mot, ce que moi j'appelle un mot magique, qui marche très très bien dans les moments de contradiction, sans rompre le dialogue, vraiment en le mettant et en mettant le dialogue au cœur de l'échange entre deux personnes. Le « justement », on voit bien comment on construit avec ce que l'autre dit.
On est dans cette logique de « et justement, vous avez besoin de ça, donc moi, je vais vous accompagner sur ». Donc, ça fait partie de ces mots qui permettent de faire le pivot. Troisième étape, reprendre une position de force en revenant effectivement à son message, en utilisant des exemples les plus concrets possibles, en gardant en tête cet état d'esprit de Generous Client Objective et en essayant effectivement d'utiliser du chiffre, de revenir sur un terrain en fait où on est en force, donc un terrain que l'on maîtrise bien sur du contenu pour lequel vous êtes en totale maîtrise. Les figures, je vous en donne donc quelques-unes ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'analogie, l'appropriation, l'effet de liste, l'unanimité, la mise en cause, le choix truqué. Certaines sont à utiliser, d'autres non. Elles sont plutôt intéressantes parce qu'il faut les repérer comme le choix truqué. Le choix truqué, je suis sûre que ça vous est tous arrivé face, par exemple, à l'un de vos clients qui peut vous dire, écoutez, soit vous n'êtes pas en capacité de fournir la mission qu'on vous a demandée, soit vous n'avez strictement rien compris à notre demande, ce qui est finalement une manière double de nous attaquer. Donc, c'est ce qu'on appelle le choix truqué en dialectique, qui est évidemment et manipulatoire. Donc, on ne l'utilisera pas avec nos clients, mais ça peut être intéressant, ou avec nos collaborateurs, mais ça peut être intéressant de savoir le repérer pour pouvoir justement mettre de la distance et être plus à l'aise pour pouvoir le contrer. En revanche, l'effet de liste, l'anaphore dont on a parlé, l'appropriation, c'est rebondir sur l'attaque, et l'analogie, c'est comparer deux éléments avec des caractéristiques similaires. Alors, 1 minute maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Moi, je veux bien que certains, peut-être Génie, qui est ma complice, mais d'autres, on arrive à la fin de notre atelier. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, de tester? Est-ce que c'est plus sur la stratégie de parade, le rationnel? Est-ce que c'est travailler sur les figures de la dialectique? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Et je propose à Eugénie peut-être de partager avec nous. Alors, ouais, j'ai beaucoup aimé ta solution pour éviter le non mais ou le oui mais avec le justement. C'est vrai que c'est pas mal pour éviter d'être en fait dans l'émotionnel et d'être je suis de mon côté, il faut que je défende mon château, et d'être plutôt dans le dialogue et être à construire quelque chose ensemble au lieu de se battre l'un contre l'autre. C'est tout à fait ça, en fait, en termes d'état d'esprit. C'est très juste ce que tu dis, Eugénie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de la pensée, de l'idée qu'il y aura un gagnant et un perdant. Et on répond souvent, en fait, on écoute souvent les gens pour répondre et on n'écoute pas pour comprendre. Et d'être dans le justement, on montre à l'autre qu'on est en train de comprendre et qu'on construit avec lui. Donc, c'est une logique beaucoup plus positive, et on sort de cette idée qu'on gagnera parce qu'on fera perdre l'autre, en quelque sorte. Et c'est intéressant parce que aussi quand toi, tu rentres dans cet état d'esprit, ça pousse aussi l'autre dans cet état d'esprit. C'est ça. C'est-à-dire que parfois, j'ai certaines personnes qui me disent « oui, mais si l'autre n'est pas dans la même démarche ». Si l'autre n'est pas du tout dans une démarche constructive. Et effectivement, ça peut arriver. Au moins pour soi, déjà en termes d'estime de soi, en termes de satisfaction d'être dans une démarche constructive, déjà, ça fait du bien. On repart voilà, de meilleure humeur, et on ne s'est pas laissé aller à la colère, par exemple. Et même si ça n'est pas totalement efficace au premier coup, c'est quand même beaucoup plus agréable pour soi. Et puis après, effectivement, comme tu le dis justement, cet état d'esprit, cette perception intérieure, on le sait, plus on est dans une perception intérieure positive, plus on est dans un état d'esprit mobilisé et constructif, plus la personne va se synchroniser aussi à ça. Donc, en tout cas, on aura de meilleures chances d'atteindre ce résultat-là, d'être deux personnes dans une démarche positive. Et si toutefois, ce n'est pas le cas, ce qui peut arriver, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour construire, au moins, nous, on a été dans une démarche qui a fait avancer, et en termes de satisfaction, en termes de construction, même mentale pour soi, c'est important. Merci Mathilde. Eh bien, merci Mathilde pour cette plongée passionnante dans la dialectique. J'ai l'impression, peut-être peux-tu, à moins qu'il y ait encore des choses à présenter, voilà, revenir. Non, pardon, j'ai fini le partage. Super. Donc, est-ce que
tu peux nous dire combien de temps il faut pour acquérir, ne serait-ce qu'une compréhension, les bases de la dialectique, pour être capable de l'utiliser d'une façon qui soit naturelle, qui ne soit pas artificielle, comme on peut le voir parfois à l'issue de quelques heures de pratique? Alors, astuce pour travailler sur votre plan d'action, pour effectivement engrammer un petit peu ces compétences-là. Combien de temps, je ne sais pas, pour répondre à ta question. Je ne sais pas si c'est en temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, c'est de gagner en agilité dans les moments d'échange, et d'autant plus dans les moments d'échange houleux, et que la technique soit totalement intégrée, donc on n'ait plus besoin de mettre son énergie là-dessus. Moi, aujourd'hui, sur n'importe quel sujet, et les clients que je peux accompagner des ESN dans de l'univers pharma, dans la distribution, ça peut être des clients très, très variés. En une demi-seconde, quelles que soient les problématiques clients, je vais rentrer dans la gymnastique dialectique et je peux trouver des réponses et des deuxièmes et des troisièmes étapes parce que je ne me pose plus de questions là-dessus. Pour arriver à ça, il faut beaucoup s'entraîner. Il faut beaucoup se préparer. Il faut beaucoup préparer pour savoir improviser. Et c'est ça qui est nécessaire, c'est de savoir improviser et de gagner en agilité. 3 méthodes. La première, c'est déjà de travailler, d'anticiper tous les points de tension qu'on imagine avoir dans un moment d'échange, de dialogue, et de préparer finalement cette réponse aux objections. J'imagine qu'il va me dire ça. OK, qu'est-ce que je fais en première étape? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que je fais en deuxième étape? Qu'est-ce que je dis? Et concrètement l'écrire, parce qu'on se dit non, mais je vais vaguement aller là-dessus, mais c'est jamais très, très clair. Donc, il faut vraiment l'écrire. Et sur quoi je réargumente en troisième étape. Et ça, systématiquement, avant tous les moments de dialogue, travailler effectivement la réponse aux objections. Déjà, l'identification des objections potentielles, ça fait pas mal avancer les choses, et effectivement travailler sur sa réponse. Deuxième possibilité, c'est de travailler aussi sur des sujets un petit peu fictifs, réalistes, mais qu'on n'a pas à vivre, qu'on ne vivra peut-être pas, mais qui pourraient arriver, et s'entraîner avec une petite routine, prendre un quart d'heure, ne serait-ce qu'un quart d'heure par semaine, pour se dire, je peux prendre 2 objections que je pourrais entendre dans la vie, et puis hop, je me prépare, je fais ma réponse aux objections. Là, c'est pareil, c'est aussi pour que la logique de ce 3 temps soit le plus intégré possible. Et puis, autre possibilité, et là, facile, et j'ai envie de vous dire que c'est vraiment la bonne période, c'est de se mettre en observateur. Et de regarder, alors peut-être pas en observateur d'une réunion que vous animez ou à laquelle vous participez vraiment parce que vous allez être déconcentré, et peut-être d'ailleurs même pas dans le cadre professionnel, ça peut être aussi un cadre extérieur. Vous pouvez regarder des débats télévisés, vous pouvez écouter la radio. Moi, j'ai mon petit rituel de 8h15 le matin sur France Info. Il y a toujours un invité avec une interview qui peut être un peu houleuse. Et en 2 secondes, vous allez entendre les attaques, les réponses aux objections, et vous allez être dans cette forme d'analyse de la qualité de la réponse et de vous dire non, si j'étais allé sur une deuxième étape, moi j'aurais fait ça, ou tiens, il a fait une deuxième étape, ça a bien marché, tiens, elle a répondu cette troisième étape, pas suffisamment concrète, elle a perdu la main, et d'être dans cette analyse-là. Donc, soit en préparant pour soi, soit en préparant sur des sujets qui peuvent être décalés, mais qui permettent de faire un pas de côté, et ça peut être aussi intéressant de travailler sur des sujets un tout petit peu décalés, fictifs, soit en observation.